Alors, je suis Nelson Makemo, je suis réalisateur. J'ai à mon actif 7 courts-métrages documentaires et Rising Up at Night est mon premier long-métrage documentaire. Alors moi, j'ai commencé le cinéma avant que je sache que ce que je faisais, c'était du cinéma. Donc, j'avais juste accès à un ordinateur à la maison. Et après, j'ai commencé à bidouiller avec les photos de famille, la musique, les textes pour créer des vidéos, pour les présenter à ma famille. Ce n'est que peu à peu que j'ai, en le montrant à d'autres personnes en dehors de mon cadre familial, que j'ai réalisé que ce que je faisais, c'était des films. Et d'où est partie, en fait, toute cette passion, en fait, de commencer à raconter des histoires à travers la caméra. Voilà. Alors moi, au départ, j'ai commencé à... Moi, je savais même pas que c'était ça de faire du documentaire. Ce n'est qu'après que j'ai appris que c'était documentaire. Mais quand j'ai commencé à avancer, j'ai vite compris que c'était bénéfique et économique de commencer avec les documentaires parce que ça demande moins de moyens pour le faire, mais aussi l'accessibilité, la disponibilité. Et je trouvais que c'était le format, en fait, pour moi, pour apprendre le cinéma. Du coup, ça m'a permis d'assimiler beaucoup de choses pour, ouais, pour commencer à faire des films, mais en même temps pour apprendre sur le cinéma en général. C'est maintenant que je me sens prêt à faire de la fiction, mais avant, je n'avais pas envie parce que je me disais que c'était compliqué et tout. Mais après, les temps, l'expérience, les rencontres, j'ai réalisé, en fait, c'était finalement, il n'y avait vraiment pas de différence entre les deux. Le plus important, c'était comment on raconte une histoire et quels sont les moyens qu'on met en place pour les rendre possibles. Voilà. Moi, au départ, pour moi, c'était la première fois que je voyage, c'était à Paris en 2016. J'étais en formation en réalisation à la FEMIS à Paris. Et c'est en ce moment-là, en fait, que je réalise qu'en fait, il n'y a pas coupé d'électricité. Et c'est arrivé au moment où il y avait les mouvements à la place République à Paris, il y avait les mouvements Nuit debout. Un mouvement, pour moi, c'était la première fois de participer à des marches pacifiques comme ça. Et moi par contre, j'étais content d'être là-dedans. Mais après, quand je suis rentré à Kinshasa en 2016, c'est là où j'ai réalisé en fait qu'il y avait un problème en fait. Un problème d'électrification, un problème d'éclairage dans la ville, le problème de l'État. C'est là où ça m'a sauté aux yeux, euh, clairement. Et c'est là aussi que j'ai commencé à me poser des questions en fait sur la ville et comment est-ce que les gens font pour rester dans ces cadres-là sans pourtant se plaindre. Et d'où est passée l'idée, en fait, de réaliser, en fait, une grande partie de la lumière qui éclaire la ville, c'est de la lumière des gens. C'est des gens, en fait, qui éclairent la ville. Et la question, c'était, imaginez s'il y a toutes ces personnes qui éteignaient leur lumière, qui est devenue la ville la nuit. C'est tout ça, en fait, qui a alimenté, en fait, les processus de m'approcher des gens pour savoir, en fait, ce qu'ils pensaient d'un point de vue personnel, comment ils font pour vivre. Et rapidement, j'ai réalisé le problème n'était pas physique. Le problème avait dépassé cette question-là, juste d'avoir de la lumière pour avoir de l'électricité pour avoir de l'éclairage. Mais c'est devenu une question émotionnelle, c'est devenu une question psychologique. Et comment les gens vivent dans un contexte de sans électricité sans se plaindre, quel impact ça peut avoir d'un point de vue psychologique, émotionnel. C'est là où, en fait, j'ai découvert tout un nouveau monde qui s'ouvrait à moi pour, voilà. Et l'idée pour moi au départ, c'était de photographier la ville la nuit pour reprendre un peu, pour recréer un peu une sorte de carte géographique, une carte imaginaire de la ville en se basant sur des photos prises la nuit pour reprendre un peu l'esthétique des nuits quand on survole la ville en avion. Et ce n'est que quand j'ai commencé ce processus que j'ai réalisé que la parole était forte. Les gens avaient juste envie de se lâcher, de parler d'électricité, de la lumière,
de raconter leurs angoisses parce qu'il y avait la caméra, déjà, tu braques une caméra la nuit quand il n'y a pas d'électricité, on te parle directement de toutes ces questions-là. D'où, en fait, l'envie de se dire, mais pourquoi pas aller plus loin? Pourquoi pas faire un film pour capter toute cette parole? Et en 2019, j'ai fait un court-métrage. Après, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement à dire, quoi. Après, je me suis dit, bon, allons-y, faisons un long-métrage. D'où est venue l'idée de toute cette démarche liée à cette réflexion autour de la lumière. Pour moi, d'un point de vue technique, c'était pas vraiment un problème dans le sens où, comme j'avais commencé le processus avec un travail de photographe, du coup, l'idée, c'était de réfléchir comment transposer cette esthétique photographique à travers un film. Du coup, ça m'a permis en fait de réduire tout ce qui est lié aux équipements, de ne pas se poser de grandes questions sur les équipements à utiliser pour filmer la nuit. C'était de trouver une petite caméra avec un objectif correctement luminé pour me permettre en fait de capter la lumière tout en sachant les limites de cet appareil-là. Donc, l'idée, c'était de filmer les gens avec leur lumière sans pourtant ajouter quoi que ce soit. Donc, une fois que l'appareil n'arrive pas à capter de la lumière, ben, on arrête, on se contente de ce qu'on a. Ça m'a permis en fait d'être économique d'un point de vue de production parce qu'après, en fait, tout était hum, je me suis imposé aussi l'idée de filmer que 2 heures par tournage, par jour. Du coup, ça m'a permis en fait de ne pas aller dans tous les sens. C'est la nuit, ça m'a permis d'être focalisé sur ce qui était important en cherchant à raconter cette histoire. Même s'il y a eu beaucoup de propositions venant des personnages du film et tout, mais l'idée c'était de se poser la question, quel film on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut dire? Qu'est-ce qu'on veut raconter? Du coup, ça, à chaque fois, ces questions-là permettaient en fait de réduire en fait les temps de tournage nécessaires. En fait, la parole à Kinshasa, c'est quelque chose de précieux. Ça, je le réalise après plusieurs voyages, en fait, parce que les gens peuvent dire les choses les gens peuvent dire des choses qui sont violentes sans pourtant que ça se présente en tant que tel. Donc, peut émaner d'une poésie, on ne sait pas, ça peut être d'une douceur, on ne sait pas exactement, mais c'est rempli de violence, c'est rempli de désespoir, de résilience et tout. Et la manière dont c'est dit, je trouvais qu'il y avait tous ces éléments-là, en fait, je me suis dit que ça pourrait être bien si on les mettait dans un film pour raconter une histoire. Parce que j'étais très conscient que filmer les gens, suscitait, ouvrait beaucoup d'autres fenêtres que moi-même, je n'imaginais même pas, mais je savais que c'était possible. L'idée, c'était de se confier, se lâcher, et puis attendre, en fait, que les choses se passent aussi, en partie. Alors moi quand j'ai commencé le tournage, je me disais, la question, quand j'ai commencé à m'interroger sur la question de la lumière, sur la question de l'électricité à Kinshasa, j'ai vite réalisé qu'on ne pouvait pas dissocier la religion et l'électricité. En fait, parce que c'est deux pôles qui cohabitent, en fait. On ne les réalise pas de loin, mais quand on se rapproche, on se rend compte, c'est difficile de les dissocier. Par exemple, il y a des moments où j'ai filmé des églises là, dans les noirs parce qu'il y a coupé d'électricité, mais on prêche de la lumière. Et ça, en fait, c'était un symbole fort pour aller plus loin, en fait, dans cette démarche, cette réflexion tout autour de comment on peut définir la lumière d'un point de vue physique, symbolique, dans un contexte de Kinshasa. C'était aussi, en fait, rechercher une définition originale de la lumière pour Kinshasa. C'est quoi la lumière? C'est tout ça. Et l'idée, c'était vraiment d'aller au bout, en fait, de cette confrontation entre la quête d'électricité et la quête de la lumière à l'église.
j'ai pris conscience du son tôt, en fait. C'est quand j'arrive à Paris, je suis cette formation d'été à la FEMIS et tout. J'ai rencontré un réalisateur sonore qui est aussi un théoricien du son, qui s'appelle Daniel Deshaies, qui a développé toute une théorie tout autour du son au cinéma avec des moyens. Sa façon de théoriser la pratique sonore, ça m'a beaucoup impacté en fait tout au long de ma carrière jusque-là, parce qu'à chaque fois, je me sers de sa réflexion comme un coussin pour penser à chaque fois les sons à l'image. Et c'était du coup, ce qui était compliqué à Kinshasa, c'est filmer, c'est d'enregistrer les sons parce c'est une cacophonie de sons, des églises, des bars, des groupes électrogènes, des taxis, des gens dans la rue, des trucs, des dictaphones et tout. Mais ce qui était bien, c'était que le film s'est passé tard la nuit. Du coup, ça réduisait en fait radicalement la façon de capter les sons de Kinshasa. Et c'est une démarche choisie parce que, euh, en même temps, c'est les temps où tout le monde rentre à la maison. En même temps, c'est les temps où on retrouve la famille et tout. Mais en même temps, c'est les temps d'intimité, en fait. Il y a beaucoup d'intimité qui se crée la nuit. Mais le travail sonore, c'était justement de reprendre, de reprendre la signature acoustique de la ville à travers cet exercice-là, en fait, de se poser des questions, quels sons pourraient représenter au mieux cet espace-là. Et l'idée, c'était de ne pas avoir des contraintes d'un point de vue de captation. Ça, c'est un travail qui a été fait après avec un sound designer congolais, mais aussi qui a été complété avec d'autres techniciens. L'idée, c'était d'aller choper même les sons la journée et voir comment est-ce qu'on éjecte le son de la journée, la nuit, pour créer de la profondeur, pour créer de l'épaisseur. Et ça, c'était amusant, en fait, de découvrir que c'était possible de s'amuser jusqu'à ce point au son. Même si ça coûte un peu beaucoup d'un point de vue logistique, parce qu'il a fait plusieurs postes au niveau sonore. Il y a un sound designer, il y a un ingénieur son, il y a un monteur son, après il y a un mixeur, il y a des musiciens. Mais l'expérience qui était riche, c'était que tout le monde travaillait en corrélation pour produire une signature unique, en fait, finalement. Et c'est ça qui a été riche comme il n'y avait pas de compositeurs de musique. Du coup, tout le monde s'est complété, en fait, pour aller dans le sens du film. Moi, en fait, j'avais des idées, mais ça restait. Je savais ce que je voulais, mais pas nécessairement les mots pour les dire. Mais l'idée de travailler avec des artistes qui ont déjà leur propre pratique sonore, ça permet à ce qu'il y ait des choses qui ne sont pas bien exprimées, que ça soit trouvé facilement avec leur sensibilité et leur expérience aussi. D'où les résultats qui est là. Moi, je pense que c'est un film. Parce que ce qui se passe par rapport, par rapport aux réalités que j'ai rencontrées tout au long du tournage, c'est des choses inattendues en fait. On ne peut pas l'imaginer, on ne peut pas les anticiper. 80% du film, tu ne peux pas l'anticiper en fait. Du coup, la réalité est tellement forte que la fiction. Et la question, ça reste, qu'est-ce qui part en fait. C'est vraiment ça en fait qui est fort à Kinshasa. En fait, la question, moi je pense que la plus difficile, c'est de trouver un montage cohérent qui crée l'équilibre dans tout ça. Parce que tu peux imaginer une chose, tu peux se dire que bah, cette scène-là, je le vois comme ça, comme ça, comme ça, mais une fois que tu arrives au lieu de tournage, tu as 10 fois, 20 fois que c'est que toi, tu avais imaginé. Et le challenge, c'est au montage, en fait, parce qu'on a l'impression que tout est bien, on veut faire un film de 10 heures du temps après. Mais vraiment aller trouver l'idée de départ, ramener tout au centre, en fait, pour créer cet équilibre-là, qui, en quelque sorte, on a l'impression que c'est un film fiction. Mais c'est vraiment un travail
très sélectif, en fait, pour la construction du récit. Mais il y a des moments où j'interviens avec les personnages au début, parce que je savais exactement ce que je voulais. Je vois la chose comme ça, comme ça, comme ça. Parce que comme c'est un film qui a été tourné dans la durée pendant 5 ans, du coup, les personnages m'ont absorbé en fait avec ma caméra. Maintenant, c'est eux en fait qui proposaient en fait des scènes à porter, des scènes à filmer. Par exemple, la scène de l'inondation à la maison, par exemple la scène de deuil, par exemple la scène des églises, tout ça et tout. C'est des scènes en fait qui ont été portées par des personnages. D'où, c'est ça en fait qui fait en sorte que finalement on a l'impression que la caméra n'est plus. Il y a vraiment un échange des regards qui s'installe en ce moment-là. En ce qui concerne l'électricité, il y a toujours des problèmes d'électricité. Parce qu'après, les plus grands problèmes, c'est comme ça que je les vois aujourd'hui avec beaucoup de requis. Le plus grand problème, c'est la maintenance. Parce qu'actuellement, on a des grands barrages hydroélectriques sur le fleuve Congo qui produisent de l'électricité, en même temps qu'ils vendent de l'électricité dans d'autres pays voisins du Congo. Mais les problèmes de distribution se posent au niveau de la maintenance parce que déjà, ces deux barrages ont été pensés pour un nombre limité de population depuis la période de Mobutu et tout. Mais les problèmes qui se posent, il y a une explosion démographique en fait. La ville est passée d'1 million en 1900, je sais pas quoi, en 2024, on estime à 20 millions de population à Kinshasa. Du coup, il y a des sérieux problèmes en fait des capacités de distribution de cette électricité-là. Ça, je pense que ça va prendre du temps, mais on verra. Ça va arriver un jour que tout le monde soit connecté en permanence, on l'espère bien. Mais les films, c'est vraiment tout autour de la réflexion sur comment on peut définir émotionnellement ces manques, cette absence d'électricité. D'où part en fait voilà, tout l'enjeu en fait du film. Ouais, c'est un peu comme le football. C'est des moments où, même si on n'est pas d'accord sur un point, on se retrouve réunis autour d'une cause pour bien la défendre. C'est un peu ce qui arrive avec ces comités qui se battent pour acheter un bout de câble volé, pour amener l'électricité, ne serait-ce que pour les fêtes de fin d'année, en fait. Moi, c'est ça, c'est les gestes, en fait, que je trouve importants, en fait. C'est comme si on se dit que nous, on a fait notre part et on s'arrête là. Et puis, les autorités prennent la suite de la responsabilité aussi. Alors, moi, j'aimerais bien être à Genève, mais ça fait que je ne pourrai pas. Je vous souhaite de passer de bons moments, profitez du film, laissez-vous aller. Et voilà, je suis sur Instagram, sur mes réseaux sociaux, on peut continuer la discussion là-bas. Des questions, je serai toujours disponible à répondre à quoi que ce soit. Merci.